Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Louise Fournier. Alors, je suis professeure titulaire ici à l'Université de Montréal à l'École de santé publique. Je suis aussi directrice du réseau Calaxia. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui, comme le titre, vous le voyez à l'écran, est l'accès hyperphagique. Que savons-nous sur ce trouble alimentaire officiellement introduit dans le DSM-5? Alors, c'est un webinaire qui est organisé par le regroupement stratégique santé mentale du réseau de recherche en santé des populations en collaboration avec le réseau Calaxia. Alors, avant de débuter, quelques informations. D'abord, la séance est enregistrée et elle sera rendue disponible pour rediffusion sur la plateforme YouTube. Et le webinaire se déroulera comme suit. Notre conférencière, Catherine Bégin, est professeure titulaire à l'École de psychologie de l'Université Laval, chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire en cardiologie et pneumologie de Québec, ainsi qu'au Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles. Elle dirige depuis près d'une quinzaine d'années une clinique universitaire spécialisée dans l'évaluation et le traitement des problèmes reliés au poids et à l'image corporelle. Ses intérêts de recherche portent sur l'identification des facteurs prédisposants aux troubles alimentaires et à l'obésité, ainsi que sur l'efficacité des programmes de traitement offerts. Suite à sa présentation, nous aurons une période de questions et d'échanges avec l'audience. Je vous invite à écrire dès maintenant et tout au long du webinaire vos questions pour notre conférencière dans la section questions et réponses. Vous voyez dans le bas Q et R, situé au bas de votre écran. Si nous vous suggérons d'écrire vos réponses à tout le monde, il suffit de sélectionner l'onglet approprié car c'est plus convivial et ça permet à tous les participants de visualiser les questions. Pour toute autre question, vous pouvez les écrire dans le module Converser, qui est dans le bas aussi, et ma collègue Denise se fera un plaisir de vous répondre. Je vous invite également à inscrire dans le module Converser le nombre de participants dans votre salle si vous êtes plus d'une personne. Enfin, je veux vous informer que vous recevrez dans les prochains jours un courriel pour l'évaluation du webinaire, c'est important pour nous, ainsi que les liens pour obtenir le PDF de la présentation et visionner l'enregistrement du webinaire. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à notre conférencière. Tu peux y aller, Catherine? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Parfait. Alors, on démarre. Je vais juste aller rechercher. Ça s'en vient, mon affaire. Un peu. J'espère que les gens sont patients parce que là, ça Bon. J'ai ma présentation. J'essaie juste de partager l'écran. Ça ne sera pas tellement long. Ah, me voici. Ah, c'est super. Donc, oui. Est-ce que les gens voient ma présentation actuellement? Je ne sais pas si on peut me... Oui? Parfait. Et les gens me voient, donc là, je vais prendre pour acquis que tout est sous contrôle. Oui. Parfait. Donc, d'abord, ça me fait énormément plaisir d'être ici aujourd'hui. En fait, mis à part la technologie, pour ce qui est de la présentation, je suis vraiment contente de pouvoir venir présenter sur un thème que j'affectionne particulièrement, qui est un thème sur lequel je travaille tant au niveau de la clinique que de la recherche. C'est le trouble alimentaire qui s'appelle maintenant là, les accès hyperphagiques ou l'accès hyperphagique. J'ai choisi de, en fait,
ma présentation origine d'une, je dirais, une préoccupation clinique que je vois dans mon travail auprès de cette clientèle-là. Plusieurs des patients qui viennent consulter chez nous vont nous dire, ça fait tellement longtemps que je cherche de l'aide, ça fait tellement longtemps que je cherche du support. Et je me suis intéressée à cette question-là, notamment en lien avec l'organisation des services. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une présentation qui va vous permettre, oui, de bien ou de mieux connaître l'accès hyperphagique, de connaître un peu plus les critères diagnostiques, la prévalence, mais aussi peut-être commencer à réfléchir autour des facteurs qui pourraient faire en sorte que cette problématique-là est peut-être, du moins, j'allais dire, pas super bien desservie, du moins là, dans le réseau québécois. Et c'est cette réflexion-là là, que j'aimerais partager avec vous. Donc, comme je ne vois pas ma présentation, je ne sais pas si vous voyez si on a changé de... Juste me dire si ça change les acétates, là, parce que moi, je le vois pas. Oui, c'est bon. OK, parfait. Fait que s'il y a quelque chose, de toute façon, vous allez me le dire. Parfait. Alors, c'est sûr qu'on parle d'un diagnostic qui est nouvellement introduit dans le DSM-5 de façon officielle, mais il faut bien comprendre que c'est pas d'hier qu'on parle de ce problème-là qu'on qualifie autour de la compulsion alimentaire. En fait, anciennement, dans le DSM-4, on n'appelait pas ça des accès hyperphagiques, mais il y avait quand même l'hyperphagie boulimique qui se retrouvait dans la section troubles alimentaires non spécifiés. Donc, déjà, avec la version du DSM-4, le trouble alimentaire hyperphagie boulimique était introduit, mais dans une catégorie plus générale de troubles alimentaires non spécifiés. Ce qu'on a réussi à voir avec ça au niveau de la recherche, c'est que la plupart du temps, quand on faisait des recherches sur les troubles alimentaires, souvent, on avait plus de 50% des gens qui endossaient les critères de troubles alimentaires non spécifiés. Et donc, on ne réussissait pas à aller chercher là, vraiment de la spécificité. Les chercheurs ont pensé que, de façon importante, c'était à cause de ce trouble-là, hyperphagie boulimique, qui rejoignait plusieurs personnes et qui faisait en sorte que, comme ils se retrouvaient dans le critère trouble alimentaire non spécifié, ça faisait en sorte que tous les gens qui endossaient ce trouble-là gonflaient, disons, gonflaient de façon importante là, cette catégorie de troubles-là. Donc, pour spécifier un petit peu plus puis avoir un meilleur outil clinique, l'hyperphagie boulimique est devenue de façon officielle un trouble à part entière à partir du DSM-5. Mais comme je vous dis, c'est pas d'hier qu'on parle de ce trouble-là. Même, il y a des gens qui ont parlé de frénésie alimentaire. Il y a eu plusieurs termes qui ont été utilisés, mais au niveau diagnostic, son introduction officielle dans une catégorie à part entière date du DSM-5. Ce qui fait qu'on va voir que ce n'est pas un trouble qui est encore très, très bien connu, du moins, en tout cas, pas autant qu'on le souhaiterait. Donc, qu'est-ce que c'est que l'hyperphagie? Je pense que ça, c'est très important. On va regarder la description, plus en lien avec les critères diagnostiques, la prévalence, puis les modèles étiologiques là, qui sont mis à l'avant-plan jusqu'à maintenant. Oups. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les accès hyperphagiques, c'est vraiment une survenue récurrente d'accès hyperphagiques ou de crise de gloutonnerie ou de crise alimentaire, donc qui se caractérise par deux éléments très importants, soit une large quantité de nourriture qui va être absorbée en un court laps de temps, souvent on va signifier à l'intérieur de 2 heures, et cette large quantité de nourriture-là s'accompagne d'un sentiment de perte de contrôle sur le comportement alimentaire. Donc, les gens qui vont vivre de l'hyperphagie boulimique vont non seulement rapporter qu'ils vont manger une quantité de nourriture qui est assez importante, mais aussi qu'elles n'étaient pas capables de s'arrêter de manger ou qu'elles n'étaient pas capables, même parfois, en y pensant fortement, de pouvoir contrôler ce qu'elles mangeaient. Souvent, les descriptions des crises vont s'articuler autour de j'ai commencé, par exemple, j'ai commencé par me faire une petite sandwich au beurre de pinot, puis après ça, je suis tombée dans les chips, je suis retournée dans le chocolat, je suis revenue avec un petit peu de fromage. Et donc, tout ça avec une impression que c'est impossible de s'arrêter. Les accès hyperphagiques, pour avoir un diagnostic, en fait, il faut avoir au moins 3 des caractéristiques là, qui sont mentionnées ci-bas, c'est-à-dire soit
un sentiment de manger beaucoup plus rapidement que la normale, manger jusqu'à éprouver vraiment une sensation là, de maux de ventre, de douleur abdominale, manger des grandes quantités de nourriture, même si clairement la personne peut dire qu'elle n'avait pas faim, manger seule parce que la personne est gênée de la quantité ou même de la rapidité autour de laquelle le comportement alimentaire s'exécute. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir vraiment cliniquement, là, toute l'idée de se retirer. Il y a même des gens qui vont avoir une routine autour des crises alimentaires. Et finalement, se sentir dégoûté de soi-même, déprimé ou très coupable après avoir mangé. Et ça, je dirais que c'est un critère que cliniquement, on revoit de façon très, très, très importante, là, l'espèce de sentiment très négatif retourné contre soi, contre la personne, là, après avoir eu une crise alimentaire. Ce qui fait que si on regarde le petit tableau qui est ici, on va comprendre que pour vraiment endosser le critère A, donc le critère de la crise, il faut avoir à la fois, dans le fond, c'est le premier cadran, il faut avoir à la fois la grande quantité de nourriture et la perte de contrôle au niveau du comportement alimentaire. Et c'est ce qu'on va appeler un épisode boulimique, un épisode de frénésie alimentaire objectif parce qu'on rencontre à la fois la quantité et la perte de contrôle. Je tiens quand même, d'un point de vue clinique, à porter l'attention à tout ce qui s'appelle épisode boulimique subjectif. C'est des gens qui vont aussi rapporter le sentiment de perte de contrôle, donc l'impression de ne pas pouvoir s'arrêter, mais souvent la quantité ne sera pas nécessairement très, très importante. C'est ce qu'on va voir beaucoup dans la littérature autour de, on appelle ça le loss of control eating. Je dirais que c'est une caractérisation qu'on retrouve de plus en plus et auquel les chercheurs s'intéressent parce que ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est pas tant la quantité de nourriture qui génère la détresse, mais beaucoup plus le sentiment de perte de contrôle. Donc, les gens qui sentent qu'elles n'ont pas le contrôle, qu'elles ne peuvent pas s'arrêter de manger alors qu'elles le souhaiteraient ou alors qu'elles essaient de se le dire, c'est ces gens-là qui vont être les plus souffrants. Mais dans le cadre de l'hyperphagie ou de l'accès hyperphagique, c'est vraiment le premier cadran là, qui est ciblé. Ceci étant dit, ça nous amène aussi à voir qu'il y a des gens qui pourraient manger plus, par exemple, que ce que leurs besoins physiologiques demandent, mais sans nécessairement avoir la perte de contrôle. Des gens qui sont gourmands, des gens qui prennent plaisir, plus épicuriens, pourraient se retrouver, par exemple, dans le troisième cadran, qui est des épisodes de suralimentation objectif. Donc, des gens qui mangent plus que leurs besoins, mais qui ne le font pas en perte de contrôle, le font par plaisir, consciemment, ou par pur intérêt. Donc, ça, c'est le descriptif là, autour du comportement qui nous aide à comprendre le premier critère. On voit notre premier cadran. Je me mets des petits effets d'animation que j'oublie de temps en temps. Naturellement, il y a un critère C qui dit que ça va entraîner de la souffrance. Pour en voir des gens qui font de l'hyperphagie boulimique ou des accès hyperphagiques, c'est clair que ça s'accompagne d'une grande souffrance. Notamment, on l'a vu, là, ne serait-ce que par tout le sentiment qu'elles ont après les crises, d'être dégoûtées de soi-même, d'être fâchées après elles-mêmes, etc. Il y a un critère de temps qui est au moins une fois par semaine pour 3 mois. Et afin de faire un bon différentiel, en fait, ce qu'on sait, c'est que les comportements d'hyperphagie ou les accès hyperphagiques, ils ne s'accompagnent pas de comportements compensatoires inappropriés, comme par exemple les vomissements, les laxatifs, les diurétiques, tels qu'on pourrait le retrouver là, dans des épisodes plus de boulimie ou d'anorexie. Pour ce qui est des niveaux de sévérité, bien, en fait, c'est vraiment en fonction du nombre d'épisodes. Donc, ça peut aller vraiment là, de 1 à 3 si on va parler d'une sévérité plutôt faible, mais par exemple, ça peut aller jusqu'à extrême, donc plus de 14 épisodes par semaine. Moi, j'ai déjà vu une cliente, une jeune fille qui était à l'université dans le début de la vingtaine, qui, elle, dès qu'elle avait des journées où elle n'avait pas de cours, elle avait sa passe d'autobus. Puis en fait, dès qu'elle n'avait pas de cours, elle amenait ses livres, elle s'assoyait dans l'autobus parce que si elle restait à la maison, elle faisait crise par-dessus crise. Donc, elle devait vraiment se sortir physiquement de la maison comme une espèce de moyen de traitement temporaire là, pour essayer d'éviter le nombre de crises. Donc, c'est pour dire à quel point ça peut être assez fort, là, ces crises-là.
peut-être juste rapidement, hein, en fait, il y a vraiment un lien entre l'hyperphagie ou les accès hyperphagiques et la boulimie. C'est vraiment autour de la crise. Donc, ils ont vraiment le même genre de crise de boulimie ou de gloutonnerie. Donc, quantité importante de nourriture avec sentiment de perte de contrôle. Dans les deux troubles, il y a vraiment une souffrance. Par contre, ce qui les distingue, c'est qu'au niveau de la boulimie, il y a des présences de comportements compensatoires, donc qui, eux, vont venir aider à prévenir la prise de poids, comme je l'ai dit tantôt, laxatif, diurétique, jeûne, exercice excessif. Et au niveau de la boulimie, c'est beaucoup centré autour de l'estime de soi qui serait reliée directement avec le poids et les formes corporelles, ce qui n'est pas un critère au niveau des accès hyperphagiques. En fait, chez l'hyperphagie boulimique, on a les critères qu'on a nommés tout à l'heure qui, eux, ne font pas partie. Donc, c'est vraiment le distinctif. Ce qu'ils ont en commun, c'est vraiment la crise. Ce qui les distingue, c'est que d'un côté, il y a des comportements compensatoires, de l'autre côté, il n'y en a pas. D'où l'idée des maux de ventre, sentiment d'être plein, etc., qu'on va retrouver beaucoup plus chez les accès hyperphagiques. Au niveau de la prévalence, c'est le trouble alimentaire qui est le plus prévalent. En fait, c'est environ 3 pour ce qui est de la prévalence à vie, avec 3,5 chez les femmes et 2 chez les hommes. Donc, non seulement c'est le trouble alimentaire le plus prévalent, mais il se distingue aussi des autres troubles parce que ce trouble-là a une prévalence pas quasi équivalente, mais quand même, les hommes sont bien représentés, ce qui est vraiment pas le cas là, quand on travaille au niveau de l'anorexie ou de la boulimie, où on va parler plutôt d'un ratio homme-femme de 1/10. Donc, vraiment, ici, les hommes sont plus représentés. L'âge moyen, début d'âge d'adulte, autour là, de 18-20 ans. Donc, plus prévalent que l'anorexie, la boulimie. Puis la chronicité aussi va être plus importante, donc la durée va être plus importante là, au niveau de l'hyperphagie. Bon, tout à l'heure, je vous parlais, et je pense que ça, c'est vraiment la notion qui est très importante, en fait, de justement ce qui caractérise ou ce qui distingue l'hyperphagie de la boulimie. Je disais tout à l'heure que dans la boulimie, il y a des méthodes compensatoires qui visent à prévenir le gain de poids. Au niveau de les accès hyperphagiques, il n'y a pas ces comportements compensatoires-là, ce qui fait que les gens se retrouvent bien souvent, le trouble s'accompagne bien souvent d'une prise de poids. En fait, ce qu'on sait, c'est que chez les gens, quand on regarde une clientèle générale, on a dit qu'il y a 3 au niveau de la prévalence, mais quand on regarde une clientèle de gens qui souffrent d'obésité, il y a 50 des gens qui vont présenter là, la double problématique, donc obésité et hyperphagie. Donc, on vient vraiment, là, quand on ajoute l'IMC, l'indice de masse corporelle, on vient vraiment voir là, que c'est ici que se retrouve en majorité notre clientèle. Et la double problématique m'apparaît être un des facteurs qui fait en sorte que c'est de plus en plus difficile ou c'est difficile justement de trouver la bonne trajectoire de soins pour ces gens-là. Et ça, je vais en parler un petit peu plus dans les prochaines minutes. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'avec cette double problématique-là, naturellement, on va retrouver des comorbidités qu'on associe beaucoup à l'obésité chez les gens qui souffrent d'hyperphagie ou d'accès hyperphagique. Notamment, ces gens-là sont beaucoup plus à risque de diabète, d'hypertension, de dyslipidémie et du syndrome métabolique parce que, justement, elles ont deux conditions qui se juxtaposent, le trouble alimentaire et l'obésité. Donc, d'un point de vue physique, on augmente de façon signifiante les comorbidités qui peuvent être associées au trouble. De la même façon, il y a des études qui ont été faites et ce qu'on sait aussi, c'est qu'autant on va avoir des conséquences physiques plus importantes quand il y a la double problématique, mais c'est aussi vrai au niveau psychologique. Donc, si on compare des gens qui souffrent d'obésité avec hyperphagie versus des gens qui souffrent d'obésité mais qui ne rencontrent pas les critères de l'hyperphagie, clairement, chez notre premier groupe, donc obésité avec hyperphagie, les comportements vont être vraiment plus importants. Donc, les gens vont rapporter des comportements alimentaires encore plus dysfonctionnels, des attitudes aussi, tout ce qui est préoccupation à l'égard du poids, des formes, ça va être plus important. Et ici, là, on parle là, de gens qui ont un même indice de masse corporelle. Donc, ce n'est pas l'obésité qui les distingue, ils sont comparables sur le poids, mais l'ajout de l'accès hyperphagique va faire en sorte que ces gens-là, qui sont de même poids que notre autre groupe, on va rapporter des comportements alimentaires plus dysfonctionnels, une surestimation des formes corporelles. Donc, vont se voir plus enveloppés que l'autre groupe.
vont rapporter une estime de soi qui est plus faible, plus de dépression, troubles anxieux, troubles liés aux substances. Face à une même perte de poids, ceux qui ont la double problématique vont se dire moins satisfaits de la perte de poids qui a été engendrée, vont aussi dire que leur poids a une influence plus importante sur leur perception d'eux-mêmes. Et finalement, c'est des gens qui vont rapporter une moins bonne qualité de vie. Tout ça, comme je l'ai dit, avec quand même un niveau d'IMC, donc d'indice de masse corporelle, là, qui est équivalent. Jusqu'à maintenant, pour essayer de comprendre, dans le fond, les troubles alimentaires en général, mais aussi l'hyperphagie, on est reparti de modèles étiologiques qui étaient vraiment les modèles étiologiques, je dirais, à la base des troubles alimentaires. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est vraiment de recalquer ces modèles-là et voir s'ils s'appliquaient aussi chez les gens qui avaient tendance à faire de la compulsion alimentaire sans perte de compte, sans comportement compensatoire. Et ce qu'on voit, c'est que oui, effectivement, le modèle des troubles alimentaires tient, d'un point de vue statistique, on va voir que le modèle tient bien. Donc, autant chez les gens qui font, par exemple, de la boulimie que chez les gens qui font des accès hyperphagiques, on peut dire que chez ces gens-là, il y a une tendance, dans le fond, à prendre les pressions sociales extérieures, et Dieu sait qu'elles sont très importantes. Donc là, ici, on fait référence à tous les idéaux de minceur, mais aussi toute la pression autour de manger sainement, manger, par exemple, bio, etc. Donc, toutes ces pressions sociales-là, ils sont internalisées à l'intérieur de la personne. Donc, la personne en fait sienne au niveau de ces pressions-là. Donc, ça devient ses propres pressions. Et donc, si on met à l'intérieur de nous des pressions de beauté, de minceur, de manger santé, etc., bien souvent, ça peut générer chez la personne, non seulement ça risque fort de générer un sentiment d'insatisfaction corporelle. Donc, le modèle qu'on me propose et que j'ai intégré à l'intérieur de moi valorise la minceur. Je ne suis pas mince, donc je suis insatisfaite. L'insatisfaction corporelle devient le moteur à essayer de changer quelque chose. Et souvent, comment on peut faire comment les gens pensent à changer leur propre corps? Bien, c'est via la restriction. Et là, ici, ça peut être de la restriction calorique, c'est-à-dire vraiment restreindre les apports alimentaires, mais il y a aussi une restriction qui est encore plus dommageable, qu'on appelle la restriction cognitive. Et ça, c'est tout ce que la personne peut avoir à l'intérieur d'elle, tous les interdits qu'elle va avoir, tous les choix qu'elle ne s'autorisera pas, tous les aliments qu'elle va démoniser en bon et mauvais. Donc ça, c'est une restriction qui est cognitive. Donc, elle n'apparaît pas dans l'assiette, mais clairement, elle envahit la tête de la personne. Et ce qu'on sait, c'est que donc, plus les gens sont insatisfaits, plus ils vont tenter de se restreindre, soit d'un point de vue calorique, pour plusieurs d'entre elles, ou même d'un point de vue cognitif. Et la restriction, c'est vraiment un déclencheur de la compulsion alimentaire. En fait, il y a plusieurs études qui montrent qu'effectivement, le fait de se restreindre, d'abord, le fait de se restreindre au niveau calorique, c'est clair que ça engendre un sentiment, les gens ont faim, hein, et donc, s'ils se retrouvent face à de la nourriture, beaucoup plus à risque de compulser. Mais c'est vrai aussi d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire que si la personne est aux prises avec une liste d'interdits, bien, il y a comme une espèce d'obsession autour de la nourriture, même si c'est en forme d'interdit, on y pense fréquemment, et donc, plus on est obsédé, plus on est à risque, quand on va retrouver de la nourriture, de pouvoir justement, d'avoir tendance à en manger. Ce qui fait que ce cycle-là est vraiment dommageable parce que plus les gens sont restreints, plus ils sont à risque de compulser. D'ailleurs, parenthèse, on a fait une étude, nous, chez nous, où on a invité des couples, en fait, des hommes et des femmes. C'est vraiment une parenthèse, mais je pense que ça décrit bien, à venir justement discuter de quelque chose qu'ils n'aimaient pas chez leur conjoint ou qu'ils auraient aimé voir changer, en fait. Et donc, c'est une discussion qui se voulait présente pour générer un affect négatif, c'est-à-dire une discussion un peu plus musclée, quoique ça devait rester là, dans les règles de l'art. Donc, c'était vraiment fait de façon polie, une quinzaine de minutes. Et clairement, on voit qu'après la discussion, surtout les femmes, les hommes un peu moins, il y a quand même, on a engendré une émotion plus négative, donc qui rapporte des affects négatifs plus importants. Et ce qui est intéressant ensuite de ça, c'est qu'on leur disait qu'on s'intéressait à tout ce qui était au goût, en fait, au lien entre
les discussions conjugales et un test de goût. Donc, les gens n'étaient pas informés qu'on allait mesurer la quantité de nourriture qu'ils allaient manger, mais on leur avait mis 4 bols. Donc, on avait mis d'un côté des pretzels, il y avait des Teddy Graham, des petits nounours, des M&M et des chips nature. Et on leur disait que c'était un test de goût. Ils répondaient à ce test de goût-là. Puis, au terme de tout ça, on disait que de toute façon, on ne pouvait pas reprendre cette nourriture-là parce qu'elle avait été attribuée à chacun des participants. Donc, ils pouvaient manger la quantité qu'ils voulaient, mais au moins de goûter à chacun. Et clairement, ce qu'on a été capable de voir par cette étude-là, et là, je passe par un long chemin pour arriver, c'est que, dans le fond, les femmes, et là, c'est vraiment les femmes, qui étaient restreintes, donc qui au départ, avaient répondu à un questionnaire pour nous montrer qu'il y avait beaucoup d'interdits. C'est les femmes qui, suite à l'événement conjugal et les affects négatifs, c'est vraiment celles qui ont mangé de façon beaucoup plus importante que toutes les autres femmes. C'est-à-dire pas juste les restreintes, excusez, les femmes restreintes et celles qui avaient un indice de masse corporelle plus élevé. Donc, il y avait vraiment une double modération et on était en mesure de voir, voici un groupe. Donc, quand tu es en surpoids et tu es restreint, oui, effectivement, si il se passe quelque chose, que ce soit affectif, que ce soit cognitif, une surcharge de travail, rapidement, ces gens-là vont retourner vers la nourriture. Donc, ce lien-là a été bien démontré chez les gens qui consultent là, pour des problématiques de compulsion alimentaire. Il y a une autre voie aussi qu'on voit qui est celle plus bas aussi, qui est que l'image corporelle ou l'insatisfaction corporelle, ça génère des affects négatifs. Les gens ne s'aiment pas, ne se trouvent pas à leur goût. Et là, j'y vais très modérément parce que nous, ce qu'on entend cliniquement, c'est je m'haïs, je me trouve dégueulasse, si je pouvais me changer, je le ferais. Donc, on entend vraiment des verbalisations très agressives, très négatives à l'égard d'eux-mêmes. Bien, naturellement, quand on vit des affects négatifs comme ça, il faut trouver un exutoire à ces affects-là pour les apaiser ou pour vraiment venir diminuer cette tension-là. Et souvent, la nourriture est un accès tellement facile, rapide, qu'on retourne dans la compulsion et là, il y a un cercle vicieux qui s'installe. Donc, bref, il y a 2 voies. Il y a la voie de la restriction qui mène à la compulsion, mais il y a aussi la voie des affects négatifs qui va mener à la compulsion. C'est ce qui nous fait dire aussi que, oui, effectivement, ces gens-là se retrouvent aux prises avec un trouble alimentaire qui s'explique d'une façon qui ressemble à ceux qui font de l'anorexie ou de la boulimie, même s'ils sont de poids beaucoup plus élevés. Très, très récemment, puis c'est pas le but de la présentation, donc je vais passer vraiment rapidement, mais je pense que c'est important de savoir, présentement, quand on travaille au niveau de l'hyperphagie boulimique, il y a tout un nouveau courant de littérature autour de ce qu'on appelle la dépendance alimentaire, l'addiction alimentaire ou l'alimentation addictive, en fait, là. Et ce courant-là de la littérature est vraiment très, je dirais, j'allais dire agressif, en fait, où il y a les nouveaux papiers ou les nouveaux manuscrits sortent en vitesse grand V. Donc, où on s'est intéressé vraiment à l'idée qu'il y a des gens qui rapportent qu'ils ne sont pas capables de résister à la nourriture. Donc, d'où l'idée un peu du manque de contrôle. C'est que la nourriture est comme un agent, c'est comme un agent très puissant qui les attire. Et c'est vrai particulièrement chez certains groupes ciblés, notamment ceux qui font des accès hyperphagiques, où on va retrouver jusqu'à maintenant, quand on mesure la dépendance alimentaire et les accès hyperphagiques, un taux commun là, de 41 à 57 %. Donc, 41 à 57 % des gens qui vont dire faire de la dépendance alimentaire, qui se retrouvent aussi avec un diagnostic d'accès hyperphagique. Ce qui fait que le modèle de la dépendance à une substance, puis comme je dis, ce n'est pas le but de la présentation, mais je veux quand même que vous le savez, qu'on en parle un peu parce que je trouve que c'est très important. Les modèles de dépendance à une substance sont aussi, je dirais, mis à compétition avec les modèles plus de troubles alimentaires pour essayer de comprendre cette problématique-là, où on va le voir plus comme l'hyperphagie dans un contexte de dépendance, beaucoup plus comme des gens qui sont hypersensibles à toute forme de stimuli. Et quand je parle de stimuli, ça peut être des stimuli extérieurs. Donc, je prends un exemple, le McDo, les stimuli, le fast-food, mais aussi intérieurs. Tous les gens qui vivent là, des affects qui sont plus sensibles, donc qui vont vivre toutes sortes de stimuli à l'intérieur d'eux-mêmes, ces gens-là auraient une forte attirance vers une attention plus accrue vers des indices
qui seraient liées à leurs états. Donc, effectivement, une attention plus accrue vers tout ce qui est, par exemple, fast-food dans certains cas, ce qui va amener un désir intense et une recherche de la substance via des mécanismes là, qui sont de plus en plus nommés comme l'impulsivité, la sensibilité à la récompense. Et là, ça amène, la recherche de la substance amène une consommation répétée qui amène une hypersensibilité. Donc, ça, c'est les modèles de la dépendance. Ils sont intéressants, à mon avis, pour une raison bien importante, c'est que, en fait, ils nous amènent justement à voir des mécanismes qui sont peut-être moins présents jusqu'à maintenant là, dans la littérature sur les troubles alimentaires. Donc, tout ce qui est impulsivité, sensible à la récompense. Quand les gens nous disent là, clairement, cliniquement, là, moi, là, je ne suis pas capable de résister, là, c'est plus fort que moi, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là, autour de ça qui fait que je suis happée par cette nourriture-là, ben il faut savoir que ce modèle-là est là. Et de plus en plus, je disais, il y a une compétition, je dirais qu'effectivement, mais même on cherche à intégrer la littérature sur la dépendance alimentaire à la littérature troubles alimentaires pour essayer de faire un modèle un petit peu plus intégré de ces problématiques-là. Donc, c'est vrai que quand on parle d'hyperphagie boulimique, comparativement, par exemple, à quand on s'intéresse à l'anorexie, on va se retrouver d'un point de vue de la recherche avec de la littérature dans 3 domaines quand même assez différents puis qui sont traités encore jusqu'à maintenant de façon assez circonscrite. C'est tout le domaine de l'obésité, hein? Donc l'hyperphagie comme un trouble plus au niveau du comportement alimentaire, mais vraiment en lien avec la prise de poids. L'hyperphagie comme un trouble alimentaire, puis aussi là, de plus en plus l'hyperphagie comme plutôt un trouble lié à l'usage d'une substance. Alors, c'est difficile des fois de s'y retrouver et même cliniquement de savoir quels sont les bons outils qu'on devrait utiliser pour aider ces gens-là, compte tenu qu'il y a différents angles pour le voir. Ce qui fait que ça m'amène à les barrières au traitement, qui est dont un des aspects est justement le manque de connaissances et l'autre dont je veux absolument traiter est la question de tout ce qui est préjugés, stigma et honte autour du trouble alimentaire. Alors, ce que la littérature nous dit, en fait, clairement du côté des gens ou des patients qui souffrent d'accès hyperphagique, il y en a plusieurs qui entretiennent encore des fausses croyances, notamment le fait que le trouble alimentaire, ça ne serait pas une problématique réelle et qu'elle peut se gérer seule. Les gens qui viennent consulter chez nous, souvent, ils vont avoir fait plusieurs tentatives par eux-mêmes en se disant « Voyons, je vais toujours bien être capable de contrôler ce que je mange puis ce que je ne mange pas, ça n'a pas de bon sens. » Donc, clairement, il y a cette fausse croyance-là que ce n'est pas un trouble, c'est juste une question de volonté et de vouloir. On sait aussi qu'il y a beaucoup de manque de connaissances par rapport à l'hyperphagie boulimique. En fait, il y a la moitié des personnes qui souffrent d'hyperphagie qui n'auraient jamais recherché, en fait, un traitement pour leur trouble alimentaire. Donc, pour plusieurs personnes, elles rapportent des symptômes, mais ne sont pas très au clair avec ce dont elles souffrent. Donc, souvent, ces gens-là vont rechercher plutôt des traitements de perte de poids ou un traitement pour un autre problème de santé mentale, bien souvent la dépression, avec le sentiment qu'elles sont tellement dans le négativisme, elles sont vraiment dans l'idée de s'en vouloir, pas être à la hauteur. Fait que souvent, c'est des enjeux qui vont voir un petit peu plus liés à la dépression. Donc, ça fait partie des choses qu'ils ne connaissent pas. Et l'autre chose, c'est soit le manque de connaissances des ressources disponibles ou les difficultés à retrouver des ressources disponibles. Comme je le disais en début de webinaire, chez nous, les gens vont dire « Ça nous a pris tellement de temps à trouver quelque chose. Ah, enfin, j'ai trouvé un livre ou bon. » Mais ça prend quand même un certain temps. Donc, les gens trouvent difficile là, d'aller trouver les bonnes ressources. Au niveau des professionnels, en fait, il y a un peu aussi encore cette difficulté-là où on dit qu'il y a une faible connaissance des critères diagnostiques. En fait, selon une étude, le tiers des médecins ne reconnaissaient pas encore l'hyperphagie boulimique ou l'accès hyperphagique comme un trouble alimentaire en soi. Et la difficulté, en fait,
à reconnaître le trouble est d'autant plus importante quand il y a la double problématique. Il y a vraiment, là, dans un sondage qu'ils ont fait, là, il y avait seulement 25% là, des professionnels là, qui étaient capables de reconnaître, à l'aide d'une vignette, en fait, on avait une vignette de quelqu'un qui souffrait d'obésité et quelqu'un qui souffrait d'obésité et d'hyperphagie. Il y avait 25% là, des professionnels qui reconnaissaient là, la double problématique. Ce qui fait que ça reste que c'est assez important. Même chose aussi, je sais qu'il y a eu un sondage qui a été fait en ligne auprès de 22 000 individus. C'est aux États-Unis, en fait. Et parmi tous ceux qui, finalement, rencontraient les critères diagnostiques, là, on va bien le dire, c'est auto-rapporté, mais ceux qui, de façon auto-rapportée, rapportaient les critères diagnostiques de l'hyperphagie, jusqu'à maintenant, il y en avait seulement 3,2% qui disaient vraiment avoir reçu un diagnostic formel d'hyperphagie. Donc, un grand pan de ceux qui endossaient les critères de l'hyperphagie, c'est sûr que ce n'est pas fait dans une entrevue, quand même, n'avaient pas reçu ce diagnostic formel-là. Ça peut nous dire que peut-être qu'eux n'avaient pas été chercher l'aide requise, mais ça peut aussi nous dire que ça se peut aussi qu'ils soient allés chercher de l'aide, mais qu'ils aient passé sous le radar là, au niveau du diagnostic. Et pour ce qui est du deuxième point, qui est aussi très important, et je pense qu'il était vraiment un moteur aussi aux difficultés rencontrées actuellement, c'est qu'on a une faible connaissance des traitements qui sont reconnus efficacement pour traiter l'hyperphagie. Et dans ce contexte-là, comme on ne sait pas trop, et surtout dans l'idée de la double problématique, bien souvent, ce qu'on va proposer, puis ce qui est mis à l'avant-plan par les gens, c'est le problème de l'obésité. Et donc, bien souvent, cette proposition-là par les professionnels de la santé d'un traitement de perte de poids va être offert. Or, il faut faire attention parce que je reviens sur le lien entre la restriction et la désinhibition et comprendre que, dans le fond, c'est sûr que dans les programmes de perte de poids, on va venir travailler justement sur toute la balance énergétique. Donc, augmenter la dépense, diminuer les apports pour créer un déséquilibre. Pour faire ça, ça demande une restriction calorique et bien souvent qui s'accompagne d'une restriction cognitive. Alors, il faut savoir que quand on est dans un trouble d'hyperphagie boulimique, bien, le lien de la restriction vers la désinhibition ou la compulsion peut être assez important et assez, je dirais, cliniquement signifiant. Là. Il faut s'y intéresser parce qu'on risque, dans le fond, non pas seulement de ne pas aider, mais de nuire à ces personnes-là si on leur propose un programme de perte de poids dans un contexte où ils ont déjà tendance à faire de la compulsion. Si on tire sur l'élastique en les restreignant, bien, on risque vraiment de retrouver là, plus de compulsion alimentaire. Il y a une étude qui avait été faite d'ailleurs puis qui montrait qu'il y a vraiment un portrait très différent pour les gens qui souffrent d'obésité seule versus obésité avec hyperphagie boulimique, où en fait, souvent, les gens qui souffrent d'obésité seule, avant d'aller chercher, l'année avant d'aller chercher là, de l'aide, ils vont avoir pris 1,5 livres dans l'année avant d'aller chercher de l'aide, alors que chez les gens qui souffrent d'obésité et hyperphagie, dans l'année avant d'aller chercher de l'aide, elles ont pris 18,3 livres en moyenne, ce qui est 5% du poids autour, là, selon ce qui avait été mesuré. Alors, l'écart entre justement la prise de poids de la personne qui souffre d'obésité sans hyperphagie et d'obésité avec hyperphagie est très important, ce qui nous dit que probablement ces gens-là sont beaucoup plus pris dans ce cycle-là de restriction et de compulsion. Et donc, c'est à tenir en compte là, quand on va offrir un traitement à ces personnes-là. Parmi les autres barrières, je pense qu'il faut absolument parler de tout ce qui est préjugés, stigma et qui, par répercussion, va générer de la honte chez ces gens-là. Cliniquement, je dirais que c'est la plainte la plus importante. Les gens sont très honteux de leurs troubles, ils s'en veulent, ils ne se sentent pas à la hauteur. Et quand on regarde dans la population, quoique il y a très peu d'études qui portent vraiment juste sur l'hyperphagie, souvent on va inclure tous les diagnostics. Il y en a une qui a été faite jusqu'à maintenant au niveau des préjugés. C'est chez des adolescents. Vous allez me dire, c'est pas des adultes, mais en même temps, je trouve que c'est quand même parlant parce que ces gens-là, en fait, avaient une vignette clinique. En fait, il y avait deux vignettes cliniques. Une vignette d'hyperphagie, donc le binge eating disorder, le premier cadran, et une vignette de boulimie. Et clairement, ce qu'on peut voir, si je vous amène
tout de suite à l'encadrer. En fait, chez les garçons, il y a quand même 30,7%. La majorité des garçons ont vu dans la vignette un trouble de manque de contrôle. Donc, de manque de ce qu'on appelle en anglais de willpower. Ils n'ont pas de volonté et pour eux, c'était ce qui caractérisait le plus cette vignette-là. Et chez les filles, on n'est pas loin de 20% aussi des gens qui ont adhéré à cette conception-là. Ce qui fait que, oui, c'est des adolescents. Vous allez me dire, ils n'ont peut-être pas toute la connaissance que les adultes ont. Non, mais je pense que si déjà à l'adolescence, on donne cette impression-là qu'effectivement, ce n'est qu'un manque de volonté ou de contrôle, bien, clairement, on peut penser que chez notre population adulte, qui viennent consulter et qui sont prises avec cette problématique-là, c'est sûr qu'on va retrouver ce genre de verbalisation-là. Et quand même, c'est de façon beaucoup moins importante, on va le retrouver chez la boulimie. Fait à remarquer, là, quand on regarde les pourcentages, ils sont beaucoup moins élevés pour la boulimie. Donc, clairement, l'obésité amène un préjugé, un stigma qui se surajoute à la problématique. Même chose aussi, on leur demandait, dans le fond, leur perception de la sévérité, entre autres, de la problématique. Je ne ferai pas le tour de tous les tableaux, puis je suis désolée, je les ai maintenus en anglais, mais c'était seulement pour vous donner une petite idée. En fait, quand on regarde jusqu'à quel point, en fait, ils devaient endosser s'ils étaient en accord ou en désaccord avec le fait que ces gens-là avaient besoin d'aide professionnelle. Et encore là, il y a 22% des garçons, quand on regarde la vignette encore d'hyperphagie, qui étaient complètement en désaccord avec le fait que ces personnes-là pourraient avoir besoin d'aide, ce qui est quand même important. Et comme on pouvait voir, on voit présentement, ce qui a été présenté dans le tableau, c'est seulement ceux qui étaient complètement en désaccord ou complètement en accord. Il reste un 40% de gens qui pouvaient être un peu en désaccord ou un peu en accord. Et quand on regardait l'ensemble de l'échelle de mesure, on se rendait compte qu'on était autour d'à peu près 50% chez les garçons sur le fait que ces gens-là n'ont pas besoin d'aide. Chez les filles aussi, ça augmentait de façon assez significative. On voit aussi, puis juste en dessous, encore une fois, il y a 20% des gens qui disaient que, des garçons, entre autres, qui disaient que ces gens-là n'ont pas besoin d'avoir de la sympathie pour ces personnes-là. Donc, je pense que les préjugés, ils sont présents très tôt. On les retrouve même chez des adolescents. Et ça, c'est nos futures potentielles personnes qui pourraient se retrouver aussi aux prises avec des difficultés alimentaires. Chez les professionnels de la santé, je vous dirais, et je ne les lirai pas tous, je vais prendre les plus importants, mais rapidement, encore une fois, au niveau des perceptions, on a des 56% là, des professionnels qui endossaient des items tels que j'ai été témoin de d'autres professionnels qui faisaient des commentaires négatifs à propos des personnes qui souffrent d'obésité. Même les gens qui travaillent auprès des troubles alimentaires ont des stéréotypes négatifs à propos des gens qui souffrent d'obésité. Les gens se sentent inconfortables de travailler avec les patients qui souffrent d'obésité. Donc, c'est quand même assez important. Même chose au niveau des attitudes. On va les voir comme étant beaucoup moins compliants, donc beaucoup moins qui adhèrent beaucoup moins là, aux recommandations de traitement, plus difficiles à gérer, vont se sentir plus frustrés de travailler avec des gens qui souffrent d'obésité, voient aussi un manque de motivation vraiment là, pour faire des changements. Donc, bref, il y a beaucoup de préjugés, stigmas, mais aussi beaucoup d'attitudes négatives autour de ces personnes-là, ce qui fait qu'on peut se retrouver facilement avec des gens qui vont ressentir cette pression-là ou du moins cette attitude-là là, chez les professionnels. Ça nous amène un peu dans un cercle vicieux et je pense que ce cercle vicieux-là, il est important parce qu'il participe aussi à la problématique, qui est que les gens qui souffrent d'accès hyperphagique et qui souffrent d'obésité, qui sont victimes de stigmas autour du poids naturellement, le stigma est un stress supplémentaire. Le stress augmente la prise alimentaire, le cortisol et naturellement est beaucoup plus à risque de gain de poids, ce qui les maintient dans l'obésité, etc. Donc, on voit qu'il y a quand même un cercle vicieux et que la stigmatisation est assez importante. Au niveau des conséquences psychosociales, bien, vous ne serez pas surpris d'apprendre que pour plusieurs personnes, naturellement, il y a une diminution de l'estime de soi, pas seulement au fait
pas seulement dû au fait qu'ils ont été stigmatisés, mais aussi au fait qu'elles-mêmes ont internalisé ces préjugés-là, donc s'en veulent énormément. Pour plusieurs personnes, il y a un évitement du système de santé, un évitement de l'activité physique. Ce qu'on va nous rapporter beaucoup, c'est du découragement puis un désinvestissement de soi. Donc, il y en a pour qui c'est très physique, on va le voir, ça n'arrange plus vraiment, mais il y en a pour qui c'est plus psychologique, puis ils vont vraiment avoir l'impression qu'ils n'y arriveront pas et ont tendance à avoir, comme je le disais, des verbalisations très agressives à leur égard, une diminution de la qualité de vie, beaucoup d'affects de dépression, pas seulement de la dépression en termes d'adhérer vraiment aux critères là, de pleurer, perte d'intérêt, mais beaucoup tous les symptômes, beaucoup plus autour de la honte, le sentiment de ne pas être à la hauteur, l'échec, etc. Donc, il y a vraiment une lourdeur autour de cette problématique-là, d'où l'importance, à mon avis, de s'en occuper cliniquement. C'est important que ces gens-là reçoivent des soins. Maintenant, qu'est-ce qui fait que c'est peut-être pas toujours facile? On va le voir rapidement. En fait, en reparlant un petit peu plus là, de l'impact des barrières, puis peut-être le manque de ressources actuellement, du moins du point de vue du patient. Alors, clairement, quand on décide, en fait, là, de chercher de l'aide, il y a un auteur qui s'appelle Kane qui vient d'écrire un peu la trajectoire et toutes les barrières qui peuvent être rencontrées dans la trajectoire d'une recherche d'aide, notamment au niveau de l'hyperphagie boulimique. Je vais les mettre en rafale pour enlever tous les jeux d'animation. Puis, on va voir assez rapidement que, dans le fond, dès le départ, il faut comprendre que la personne va… La première chose, il faut qu'elle reconnaisse qu'elle a un trouble. Mais déjà là, il peut y avoir des barrières parce que le trouble alimentaire, ça reste que ça a une fonction. Souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça apaise les affects négatifs, ça fait que la personne se sent tout à coup un petit peu mieux par rapport à des tracas qu'elle avait. C'est un moyen, la nourriture, c'est vraiment rapide et efficace. Si la personne vit des choses difficiles, elle se tourne vers la nourriture, elle n'a pas besoin de demander de l'aide à personne, elle peut se sentir complètement autonome. Comme je le disais, c'est pas si coûteux et c'est efficace de façon très rapide. Ce qui fait que déjà, dans l'idée de reconnaître le trouble, il y a des difficultés autour du fait que, mais moi, là, je suis ambivalent parce que ce trouble-là ou ce comportement-là, il ne fait pas juste me générer quelque chose, il m'apporte quelque chose. Fait que ça, c'est la première chose. Donc, si le patient se retourne vers justement un service d'aide, bien là, déjà là, il peut y avoir des barrières, notamment soit dans le choix du professionnel, est-ce qu'on va aller choisir la bonne personne, mais aussi dans le fait que est-ce que le patient a les connaissances suffisantes pour savoir qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème de poids. Parce que s'il se présente en disant, moi, là, il faut que je perde du poids, bien, c'est sûr que c'est ce que le professionnel risque d'entendre. Et là, on l'a vu tout à l'heure, on risque de se retrouver peut-être pas dans le bon traitement. Quand il y a une discussion avec le professionnel au niveau des symptômes, ben c'est sûr que toute l'idée que, je dirais, le stigma autour de le patient est responsable de son trouble, il faut qu'il travaille pour que ça fonctionne, bien ça peut mettre une pression, peut être une barrière. Tout comme le fait qu'il y a certaines personnes professionnels qui peuvent aussi céder du point de vue du patient au fait que ces gens-là, ils veulent quelque chose de rapide. Enlevez-moi cette souffrance-là. Et souvent, ça passe par l'image corporelle et par le poids. Donc là aussi, même dans la discussion avec le professionnel, il y a certaines barrières qui peuvent venir jouer. Même chose, toutes les barrières plus en lien avec le patient, le honte, le fait que le patient n'ose pas trop se confier, qu'il ne soit pas fier de sa problématique, c'est sûr que ça va jouer dans la discussion et dans la transparence. Parce que moi, ce que j'entends quand je discute avec des médecins ou des professionnels de la santé, c'est bien, souvent, ils ne nous en parlent pas des comportements alimentaires qui sont problématiques. Ils ne vont pas aller vers là, ils vont nous parler de leur poids, du fait qu'ils veulent maigrir, mais pas tant de cette partie-là. Et finalement, naturellement, dans tout ce qui est dans l'orientation de l'option de traitement, bien, c'est sûr qu'il y a aussi là tous les préjugés autour du fait que ça reste la responsabilité du patient ou que il devrait être capable de se traiter. Et finalement, il y a tout aussi le fait que comme c'est des troubles qui ne sont pas si fréquents, bien, quand on en voit moins, ça se peut aussi qu'on ait une expérience plus limitée, donc plus difficile d'orienter vers les bons traitements.
ce qui est clair aussi, c'est qu'actuellement, on le sait, le ministère veut investir, hein, abattre les frontières entre les services, mieux comprendre les obstacles à l'accès. On a parlé vraiment de tout ce qui est préjugés, stigmas, les connaissances, mais aussi, je pense que ce qu'on se retrouve à avoir présentement, c'est clairement que l'hyperphagie, oui, c'est un trouble alimentaire, oui, il y a des modèles étiologiques, mais il reste que la composante obésité qui se retrouve avec l'hyperphagie, ça amène quand même une façon, je dirais, un peu différente de voir le trouble, ce qui fait que jusqu'à maintenant, même dans les cliniques, je dirais, par exemple, si je prends le PITCA, qui est le centre ici à Québec là, qui traite les troubles alimentaires, ou même le Douglas, pour l'instant, ces gens-là ne sont pas inclus dans l'offre de service. Et pour avoir moi-même travaillé au CHUL avec les troubles alimentaires, c'est vrai que c'est difficile de mettre ensemble ces gens-là dans une même offre de service. C'est pas rare. Les personnes qui souffrent d'anorexie et qui sont d'une très grande maigreur vont être très sévères à l'égard des gens qui souffrent d'obésité. Et à l'inverse, les gens qui souffrent d'obésité vont se demander vraiment qu'est-ce que ces gens-là qui ont un corps, je dirais pas très maigre, mettons, ont à se plaindre de leur physique quand eux, ils adhéraient, ils souhaiteraient tellement arriver là. Ce qui fait qu'il y a des enjeux autour du poids qui sont peut-être difficiles à traiter quand on fait une même offre de service. Et jusqu'à maintenant, l'hyperphagie tombe un peu dans un creux, je dirais, où ils ne sont pas vraiment considérés, où ils n'ont pas encore leur place, franchement, dans les programmes. Ce qui fait que même si on est connaissant, qu'on est un professionnel, qu'on les connaît, il reste que de pouvoir aussi, un coup qu'on a posé un diagnostic, offrir un service, c'est vraiment super important. Et là, quand il n'y en a pas de disponible ou quand les services sont uniquement des services coûteux, ben, ça devient aussi une barrière au traitement du point de vue du client. Rapidement, sachez que nous, on a un programme. C'est sûr que je pourrais revenir vous parler des effets de ce programme-là. Mais je pense que c'est le même principe que pour tous les autres troubles alimentaires. Ça prend une équipe interdisciplinaire, des rencontres individuelles, mais aussi du groupe. Ces gens-là ont besoin de se retrouver, d'avoir un lieu où ils peuvent échanger ensemble. C'est vraiment super important. Et finalement, on a des livres. Bon, là, j'en ai mis un qui vient de quelqu'un de la clinique chez nous, mais il y en a quelques-uns là, qui ont été mis en vente et qui peuvent aider pour justement donner des ressources là, à ces gens-là. Et finalement, ben, si jamais vous souhaitez en savoir plus, j'ai mis mes coordonnées, mon courriel en bas et le numéro de la clinique et ça va me faire plaisir là, de répondre à des questions si jamais il y en avait. Merci beaucoup. Merci infiniment, Catherine. Alors, on a quelques questions qui se sont accumulées. En tout cas, c'était une excellente conférence. Merci. Moi, j'ai beaucoup appris. On a une première question qui est de Madame Paul Limoges, qui demande est-ce qu'il y a un lien de comorbidité avec attendez un peu, les troubles de la personnalité? Absolument, oui. J'en ai pas parlé, mais oui, effectivement, notamment, on voit, je dirais qu'il y a deux vecteurs qu'on voit, nous, cliniquement, en fait, là, tous ceux qui se retrouvent, et c'est là peut-être que la littérature sur la dépendance aux substances devient intéressante, mais toutes les personnes qu'on voit qui sont beaucoup plus avec un profil impulsif, sensibilité à la récompense, qui ont aussi beaucoup plus de difficultés à résister aux stimuli. On va aussi voir chez ces gens-là beaucoup plus de difficultés au niveau de la régulation des émotions, se retrouvent vraiment plus corrélés avec, il y a une comorbidité avec tout ce qui est le trouble de personnalité limite particulièrement. On a aussi des femmes qu'on va voir, nous, qui vont se retrouver à faire des crises alimentaires, mais qui ont eu je dirais, un passé uniquement de diète, des femmes très restreintes, avec un profil un petit peu plus obsessionnel, mais qui, là, avec, par exemple, la ménopause, avec des changements de vie importants, là, vont retrouver l'effet de la restriction qu'ils ont fait sur plusieurs années, va finir par devenir plus difficile et là, vont faire de la compulsion. Ça, c'est un profil plus obsessionnel. Mais tous ceux qui sont dans l'impulsivité, qui cherchent vraiment à apaiser l'espèce d'affect négatif à l'intérieur d'eux, là, sont vraiment on les voit beaucoup plus avec les troubles limites, notamment. OK, merci. Madame Limoges, si vous voulez réagir, vous pouvez nous envoyer un message. Sinon, je passe à la prochaine question. Ahmed Jérôme Romain. Quand on parle de la restriction cognitive, Westenhofer
rapporte qu'il existerait une restriction plus rigide et une autre plus flexible. Savez-vous si une de ces formes est plus associée à l'accès hyperphagique? En fait, là, si je vais avec la littérature, c'est pas toujours clair. On a vraiment, je sais pas si c'est parce que les outils qu'on utilise, qui s'appellent, en fait, pour mesurer la restriction flexible et rigide, c'est le Three Factor Eating Questionnaire. Je ne sais pas si c'est avec l'outil qu'on capture moins bien ces différences-là, quoiqu'il y a vraiment deux, effectivement, sous-échelles, flexibles et rigides. D'un point de vue de la recherche, c'est pas toujours clair que c'est seulement, par exemple, on pourrait s'attendre à ce que ce soit seulement la restriction très rigide qui ferait qu'on irait vers la compulsion. On peut retrouver ce lien-là parfois avec la restriction flexible. Par contre, d'un point de vue clinique, je dirais qu'une restriction qui est flexible, c'est moins dommageable qu'une restriction qui est rigide. Et plus il y a de flexibilité autour de la restriction, mais moins on est à risque peut-être d'avoir une compulsion, là, clairement. En tout cas, d'un point de vue clinique, je serais assez sûre de ça. Merci. On a une autre question ici de Arnaud Duhoux qui vous demande quels sont les besoins en recherche, en intervention ou en organisation des services? Et ça, c'est une grande, grande question. En fait, en intervention, je pense que là, moi, ce que j'aimerais, en tout cas du moins, c'est d'avoir un modèle, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, là, on a regardé le modèle, trouble alimentaire avec l'insatisfaction corporelle qui est au cœur. Moi, je serais vraiment intéressée à avoir une intervention qui est plus spécifique selon les profils. Donc, comme je le disais, il y a vraiment des gens qui s'apparentent vraiment aux troubles alimentaires qu'on voit de façon générale avec beaucoup d'insatisfaction corporelle. Mais moi, je pense que cliniquement, on a toute une autre catégorie de gens qui font de l'hyperphagie boulimique et qui ressemblent vraiment plus aux dépendants. Donc, c'est plus tous les stimuli qui se passent à l'intérieur puis à l'extérieur qui sont difficiles à gérer. Donc, moi, j'aimerais ça qu'on puisse tester une intervention où on pourrait justement offrir, selon le profil, un modèle d'intervention un petit peu plus adapté. Ça, c'est au niveau de l'intervention. Au niveau de l'organisation des services, je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir un meilleur, en fait, de mieux documenter, ne serait-ce qu'ici au Québec, là, toutes les barrières, quoi qu'on le fait, mais c'est souvent au niveau du trouble alimentaire en général. Fait que là, je pense qu'on aura un travail à faire au niveau de tout ce qui est barrière en lien avec l'hyperphagie. Puis on a aussi besoin de voir, de réfléchir dans les services, un peu comme je le disais, comment on va intégrer ce trouble-là, si c'est un trouble alimentaire tel qu'il est reconnu, puis j'y crois, comment on va l'intégrer à notre réseau. Parce que, comme je le dis, pour l'instant, c'est souvent des gens qui vont travailler, sont plus des gens qui sont en obésité et ceux qui ont des cliniques plus en troubles alimentaires, ben le trouble est encore laissé à l'écart. Fait que je pense qu'il y a un travail au niveau de comprendre comment on va pouvoir organiser cette offre de service-là. Il y en avait une autre, me semble, question. Là. Merci. Évaluation? La question, non, vous avez bien répondu, Monsieur Liu. Moi, j'ai peut-être une autre petite question. Il nous reste quelques minutes. S'il y en a d'autres qui veulent poser des questions. Oh, madame. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main, Madame Galland. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut que vous écriviez, Madame Galland. OK. Moi, j'avais une petite question. Et le lien entre justement les troubles d'abus d'alcool et de drogue, je ne crois pas que vous en ayez parlé. Est-ce que c'est des gens qui ont plus tendance aussi à abuser ou d'être dépendants? Des substances, par exemple? Oui, il y a une plus grande corrélation avec les abus de substances. Effectivement, mais en même temps, elle n'est pas si forte que ça. Puis on peut comprendre que, tu sais, souvent, ça peut être difficile d'avoir plus qu'un objet de dépendance. Autant, souvent, les gens qui vont consommer, quoique je dis ça, mais il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui vont vraiment voir, par exemple, la consommation, le vin ou la boisson alcoolisée comme un désinhibiteur alimentaire. Mais pour vraiment avoir deux objets de dépendance, c'est-à-dire à la fois l'alcool, les drogues ou la nourriture, souvent, c'est pas nécessairement ils vont choisir un objet de dépendance, si je peux me le permettre. Puis,
Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est plus de voir qu'ils semblent vouloir s'apparenter. La substance, un peu comme, bon, pour l'alcool et les drogues, elle est très claire. Au niveau alimentaire, c'est pas clair. Il n'y a pas comme un nutriment qu'on peut identifier présentement et dire c'est à ça qu'ils sont addictifs. C'est pour ça que la littérature est assez, va vite parce qu'il y en a qui disent, est-ce que c'est vraiment, on est-tu addictif à une substance ou c'est le comportement qui devient addictif? Donc, le fait d'aller, par exemple, chez Saint-Hubert, ça fait que j'ai le goût d'y retourner, ou chez McDo, ou peu importe, ou chez Tim. Ça pourrait être ça. Mais de plus en plus, il y a un nouveau pan de littérature qui parlerait plus d'une alimentation addictive, c'est-à-dire que c'est pas un trouble de substance, mais il y a des mécanismes communs à l'addiction qui seraient plus, comme je disais, l'impulsivité, la sensibilité à la récompense. OK. On a une dernière question. Il nous reste une minute. Et Donc, on demande, Madame Galland demande si vous pourriez faire une deuxième conférence spécifiquement sur l'intervention. ah, c'est sûr, je pourrais. Maintenant que je comprends comment ça fonctionne, puis je suis capable d'installer mon PowerPoint, partager mon écran, je pourrais. OK, ben merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Si les gens ont des questions ou s'il y a des choses là, sur lesquelles ils auraient aimé échanger, ben mon adresse courriel est là. Ils l'auront avec le PowerPoint là, sans aucun problème. Donc, merci beaucoup, Catherine. Merci également à Denise, notre coordonnatrice Oui. qui a organisé et Oui. géré tout ce webinaire. Oui. Je vous rappelle que vous allez recevoir dans les jours qui suivent toute l'information concernant l'enregistrement de la conférence et le PDF de la présentation. Et je vous remercie à tous d'avoir participé à cette dégustation de savoir. Oui, merci.